aucun homme ne s'aventurait ici, ou très peu. C'était le monde du mystère, des lutins, des ours, des lynx, des loups et même du diable. On disait de celui-ci qu'il avait façonné ses paysages pour protéger ses enfants du climat austère. Il avait créé des arbres immenses, presque noirs, qui ne perdaient pas leurs feuilles l'hiver. Ces pins formaient des forêts gigantesques, sombres, angoissantes, pour qui n'étaient pas habitués. Les Celtes avaient nommé cet endroit Jord, qui veut dire forêt, l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur. Et quand Jord se couvrait de son grand manteau et que la lune dévastait ses rayons de forêt, s'illuminait lors de ces nuits, c'était comme si des fils d'argent tombaient du ciel. La forêt devenait enchantée, magique, imprévisible. Les lutins avaient de nombreux pouvoirs magiques pour émerveiller le monde, le rendre plus beau, plus gai et plus agréable. Ils étaient chargés de veiller au bien-être de la forêt. Les arbres se tenaient bien droits sur leur passage. Les plantes, fleurs et champignons se paraient de leurs plus belles couleurs et les animaux se sentaient en sécurité. Tout vivait en paix et en harmonie. À une certaine période de l'année, ils adoraient créer le moment où tout se recouvrait de blanc et quand la lune tissait des grands fils, ils se balançaient et se jetaient dans cette épaisseur douillette. Ils appréciaient aussi cette atmosphère si particulière quand les gros flocons virevoltaient et tombaient sans bruit tels des plumes. Le matin, quand toute la nuit la neige était tombée, ils appréciaient ce moment où l'on se réveille et où l'on sent ce silence et tous les bruits sont étouffés. Mais cela restait malgré tout une terre hostile qui suscitait l'effroi à quiconque se risquant ici. Mais c'était aussi un raccourci non négligeable pour accéder à des contrées plus clémentes. Il fallait un courage sans faille, se concentrer sur son chemin et ne pas regarder ailleurs. Tout le monde savait que l'inanimé peut soudain s'animer. Faire un pas de côté pouvait coûter la vie. Il fallait surtout traverser d'une traite et ne pas s'arrêter. Mais on ne se perdait pas dans les bois sans raison sérieuse. Il y avait forcément quelque chose qui vous y avait poussé sans les lutins. Voulait quelque chose d'un humain, il savait très bien les attirer dans une autre direction. Souvent, c'était pour qu'ils dégagent un arbre tombé sur leur maison ou faire un barrage pour détourner l'eau. Les lutins, ces diablotins, déplaçaient régulièrement les marques que laissaient les voyageurs. Dans tous les cas, la forêt dissout toujours les repères. Ils faisaient ça pour s'amuser, mais aussi parce qu'ils voyaient d'un mauvais œil les régulières et de plus en plus fréquentes traversées des humains sur leur territoire. Le monde fantastique ne voulant pas ou peu d'étrangers sur leur terre, trouvait sans cesse bon nombre d'embûches à mettre sur leur route. Les lutins se liaient parfois à la vouivre, cet animal effrayant qui vivait plus bas mais qui venait faire peur aux humains. Quand ils apercevaient dans le ciel noir un trait lumineux, glissant à vive allure comme une étoile filante, une longue traînée brillante, ils savaient que c'était elle. Ils se mettaient à courir à toutes jambes, bouleversés par cette apparition soudaine et inattendue. Ils mettaient du temps avant de revenir de la région. Quand ils rentraient chez eux, un peu gênés de raconter avec un frisson leur rencontre mystérieuse et terrible, les enfants s'approchaient curieux. Ils voulaient savoir à quoi elle ressemblait. Ils auraient voulu la voir. Ils écoutaient, avides de tout ce que racontaient les gros à son sujet. C'est un serpent d'une taille extraordinaire. Des écailles parcourent son corps, des ailes noires et larges. Mais ce qu'ils entendirent après leur fit prendre leur décision déjà bien mûrie, elle n'avait qu'un œil et cet œil c'était une pierre précieuse. Cela faisait déjà depuis quelque temps que les enfants pensaient faire une expédition dans le territoire de la forêt. Ils préparèrent
nourriture et de quoi se couvrir la nuit. Ils partirent sans rien dire au petit matin, sans faire de bruit pour ne réveiller personne. Ils avaient décidé de se rendre à l'endroit le plus effrayant de la contrée. Ils attendirent le signe de la présence de la veuve. Les anciens disaient qu'elle n'habitait pas là, mais elle avait été aperçue il y a peu de temps. Avec un peu de chance, elle y était encore. Leur but étant de pouvoir la capturer pour lui prendre sa pierre précieuse. S'ils réussissaient, ils seraient les héros de leur village. Et ils se voyaient déjà revenir triomphants, brandissant leur trophée. Ils étaient inconscients de ce qui les attendait. Le voyage fut long, et ainsi le soleil se couchait. Quand ils arrivèrent enfin à la lisière de la forêt, ils ne l'avaient pas vue, mais l'ours, lui, les avait sentis arriver. Dès que les enfants rentrèrent de la forêt, ils rôdaient près d'eux sans se faire voir. Ils observaient ses proies. Ils décrivit des cercles de plus en plus petits autour d'eux, pour qu'à la moindre occasion, ils puissent se jeter dessus. Bientôt, le groupe décida de faire halte pour la nuit. Il ne fallait pas tarder de faire un feu. Le camp s'organisa. Il fallait ramasser du bois, puis allumer le feu, et se restaurer à la lueur des flammes. On désigna le guetteur à tour de rôle pour donner l'alerte au moindre danger. Ils étaient également chargés de maintenir le feu très lumineux, trahissant ainsi la présence de la foule ivre. Le feu tenait l'ours à bonne distance, mais il était pas patine. Au petit matin, un des enfants aperçut l'ours et donna l'alerte. Il faut rester calme, faire des gestes lents et ne surtout pas courir, c'est mon père qui me l'a dit. On ne savait cependant pas quoi faire, mais il fallait faire quelque chose et vite. L'ours n'attendra pas. Tout doucement, ils rassemblèrent leurs affaires et reculèrent doucement, sans jamais tourner le dos à la bête. L'ours avança aussi. C'était bientôt le moment où il se jettera sur eux. À part reculer, les enfants ne savaient pas quoi faire d'autre. Ils commençaient à être effrayés quant au moment où l'ours prendrait son élan. Une branche toucha l'épaule d'un enfant. Il sursauta mais fut surpris de voir la branche se déplacer et lui montrer une direction. Il fit signe aux autres et leur montra adossée à une colline une caverne. Elle semblait se rétrécir et on apercevait au fond une minuscule lumière. Arrivé presque à la grotte, l'ours décida de passer à l'action. L'ours courait vers eux, l'air menaçant. Il avait des crocs aussi grands que la taille d'une main d'adulte. Tous frémirent à l'idée de finir comme repas de cet ogre de la forêt. Jetez toute la nourriture devant vous et courez dans la grotte. Vite! Les enfants s'exécutèrent, se retournèrent et s'enjouffèrent dans le trou salvateur. L'ours, qui finalement aimait bien plus impressionner que
de dévorer des humains, mais même petit, tout trouva son bonheur dans la nourriture juste devant lui. Il se délecta et oublia vite les enfants. Il faut être dorénavant plus prudent. On peut tomber sur une bête, n'en sera pas toujours ainsi. Allez maintenant, éloignons-nous rapidement et explorons cet endroit. On va essayer de ressortir de l'autre côté. L'endroit n'était pas rassurant, mais ils avancèrent rapidement pour mettre de la distance avec l'ours. Il faisait sombre et froid. On voyait les racines des arbres sorties du plafond. Au moment où la grotte rétrécissait, il fallut se mettre à 4 pattes. Soudain, toutes les grottes se mirent à bouger. Les enfants hurlaient de surprise. Les chauves-souris, ainsi dérangées, volant autour sans frôlaient les enfants qui n'arrivaient pas s'en défaire. À force de s'éloigner, le calme revint petit à petit et les enfants reprirent leur progression. Le bout de la caverne n'était plus très loin. Ils finirent et rampa et arrivent ainsi presque à la fin. La sortie n'était plus très loin, mais les enfants eurent peu apeurés par les derniers péripéties. Étant prudents, on va regarder brutalement dehors et il sortit sans bruit. D'ici, avant la nuit, il faut trouver à manger. Avec tout ce qu'on a laissé à l'ours, on ne pourra pas tenir bien longtemps. Le plus courageux passa la tête. En dehors du tour de sortie, regarda bien de partout, sortit tout entier et fit signe aux autres que tout allait bien. Quand le groupe fut dehors, on décida qui partirait et une chose et qui fera la cueillette. C'est à ce moment-là que la vouivre aperçut les enfants. Dans le village, c'était la panique. Les enfants avaient disparu. On les chercha partout, à la rivière, dans les champs, au village d'à côté. On demanda aux voyageurs à l'un à l'autre, mais rien, pas de traces. On commença à désespérer. On accusa le diable, les sorcières ou les deux. Et puis, les parents des enfants absents s'aperçurent de la disparition de nourriture. On se demanda où ils avaient bien prévu d'aller, puisque visiblement la fugue était bien préparée. On eut l'idée d'interroger les plus petits, les frères et sœurs, et c'est finalement une petite fille qui timidement dévoila le secret. Les enfants étaient partis dans la forêt chercher la vouivre. Elle ne dormait pas la veille au soir et elle avait entendu ses frères en parler tout doucement. Les enfants, bien inconscients d'avoir voulu s'y rendre, on organisa les recherches et les hommes partirent rapidement dans l'espoir de ramener au plus tôt ces écervelés. La vouivre attendait le bon moment. Elle se délectait.
Elle aimait venir ici, même si ce n'était pas chez elle. Elle acceptait toujours l'appel des lutins, ces écervelés qui ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Ils croyaient qu'elle venait faire peur aux étrangers, mais elle faisait bien plus que ça. Elle tissait sa toile d'aile d'une araignée vénéneuse. Bientôt, son territoire s'agrandirait et elle sera maître de toute vie. Et puis, la Providence accéléra ses plans. Elle avait enfin les moyens de devenir le maître du monde. De prendre ses enfants en otage pouvait lui permettre d'avoir le monde à sa merci. Après ça, tout le monde sera à ses pieds, plus personne n'osera l'attaquer. Elle mettra tout à feu et à sang sur son passage, elle détruira tout. Elle n'aimait pas le soi-disant beau ou les gentils. Elle avait envie de faire mal, c'était le mal incarné. Elle pouvait les attaquer maintenant, mais elle préférait les observer, les jauger. Elle aimait observer leur insouciance. Bientôt ils auront peur. Elle attendit encore qu'ils s'épuisent. Les enfants étaient presque déçus de ne pas trouver de traces de la vouivre. Ils étaient fatigués et avaient bien faim. Ils pensaient quand ils seront arrivés ici que ce serait facile. Ils étaient bien naïfs. Ils n'avaient même pas de plan pour l'attirer dans un piège. Ils n'avaient pas vraiment réfléchi aux conséquences de leurs actes, ni comment ils pensaient capturer cette chose. Ils se rendirent bien compte qu'ils n'auraient pas dû venir. Leur famille allait s'inquiéter et quand ils rentrèrent, ils allaient, c'est sûr, être punis. Ils allaient d'un commun accord faire demi-tour quand soudain leur sang se glaça. Une meute de loups leur barrait le passage. Les enfants étaient terrifiés car les loups, ils se rappelèrent les histoires que leur grand-mère leur racontait le soir de la veille. Les loups vivaient ici depuis longtemps. Ils n'avaient jamais vu d'humains qu'à ce jour. Ils étaient donc très méfiants devant cette visite imprévue. Ils leur montrèrent les crocs pour les dissuader d'avance. Les enfants étaient effrayés par les loups. Ils n'osaient pas bouger de peur qu'ils bondissent sur eux et les mordre. C'est à ce moment que la vouivre passa à l'action. Ils venaient de la voir. Elle était monstrueuse, terrifiante, inhumaine, et elle les regardait, eux, avec son œil de pierre précieuse. Aucun n'a pensé à le lui prendre. Ils étaient pétrifiés sur place. Ils hurlèrent tous en même temps quand la vouivre fondit sur eux. Ils se mirent à courir en essayant de passer pour se protéger dans le labyrinthe des arbres. Les loups étaient oubliés. D'ailleurs, eux aussi avaient fui. Au moment où la vouivre plongea et où tout était perdu pour eux, le sol se déroba sur leurs pas. Les enfants glissèrent, roulèrent, emportant la terre avec eux et se retrouvèrent au fond de l'étroite faille. La vouivre était furieuse qu'on enlevât ainsi sa pitance. Elle avait beau essayer de les atteindre, elle ne pouvait pas passer. Elle gratta, fulmina, ragea, hurla, mais rien n'y fit. Et puis, elle se calma et réfléchit. Elle était maligne et elle se dit que de toute façon, il n'y avait pas d'autre endroit où passer. Les enfants finiraient par sortir. Ils ne se laisseraient pas mourir de faim. Elle était patiente. C'est ce qu'il faisait sa force.
Elle alla se cacher et attendit. Les hommes arrivèrent dans la forêt. Ils trouvèrent les traces du camp. Ils n'auraient aucun mal à repérer d'autres traces. Ils pensaient les retrouver rapidement. Ils entrèrent dans la caverne, mais durent faire demi-tour rapidement. Au profond de la cavité, ils ne pouvaient plus n'entendirent pas les cris. Ils prirent du temps à faire le tour du monticule et à trouver la sortie de la grotte. Ils marchaient encore un petit peu et virent encore des traces, des enfants, un piège vide, des feuilles enlevées, le sol gratté, le fit dire que les enfants avaient cherché de la nourriture. C'est bon signe, dit-il. Ils sont passés par là. Il n'y a pas longtemps. Les traces sont fraîches. Ils appelèrent les prénoms des enfants, mais personne ne répondit. Par contre, ce qu'ils virent après leur fit peur. On aurait dit un champ de bataille. Les lutins ont été alertés par des cris d'enfants. Ils n'avaient pas l'habitude d'entendre autant de monde dans la forêt, et surtout pas des enfants. Ils s'inquiétèrent et allèrent voir ce qu'il se passait. Quand ils arrivèrent à l'endroit des cris, tout était silencieux, mais tout était ravagé. Horrifiés par tant de saccage de leur forêt, les lutins se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Après inspection des alentours, ils virent des hommes qui eux-mêmes avaient l'air de chercher quelque chose. Les hommes les virent aussi au même moment et chacun des deux camps pensait que l'autre avait fait ce carnage. Les hommes pensaient que c'était les lutins qui avaient fait du mal aux enfants et les lutins pensaient que c'était les hommes qui avaient ravagé la forêt. S'ensuivit des disputes, tous parlaient en même temps, chacun suivait son idée et personne n'entendait l'autre. Ce fut l'arrivée des enfants qui coupèrent net les cris et les reproches réciproques. Le brouhaha reprit entre les cris de joie, les questions, les explications. Personne ne comprenait rien, mais chacun était heureux de serrer les enfants dans les bras. Ils racontèrent leurs mésaventures et surtout avec la voiture, mais ils ne savaient pas comment elle était partie et pourquoi. Ils avaient juste entendu des sifflements rageurs et des grognements. Puis le calme était revenu et ils étaient sortis de la faille. Les lutins savaient ce qui s'était passé. Ils le tenaient des arbres. Mais ils se turent. Ils n'osaient pas dire que c'était de leur faute si la vivre était là. À part eux, personne ne sait ce qui s'est passé. Ils savent que ça a été horrible. Les ours gardiens et défenseurs de la forêt se sont battus jusqu'à la fin. Ils ne pouvaient pas laisser gagner la vivre. Ils savaient que tout serait perdu, que le monde de l'enfer allait tout détruire sur son passage. C'est ce qui leur donnait du courage. Ne rien lâcher, même pas un centimètre. À la fin de la bataille, il ne resta rien. On sait juste que depuis, les ours ont disparu. La vivre aussi. Chacun rentra chez lui, soulagé que les enfants aient été sauvés. Ils n'ont finalement pas été punis. On estima qu'ils l'avaient déjà un peu été. Les lutins firent venir l'orage. Le ciel, toujours sombre, était rempli de gros nuages qui devenaient plus noirs, encore plus
avec le temps qui passait. Le monde lui-même se délivre. C'est pour ça que le ciel s'assombrit et les nuages menacent. Les éclairs se déchaînent. La pluie fait rage et vient tout nettoyer sur son passage, emportant le malheur et le chagrin du monde. La forêt, source même de la vie, régénère quiconque s'y trouve. Cela laissa dans le cœur de Lutin le regret de ne pas pouvoir faire partie de l'harmonie entre l'homme et la nature. Depuis ce jour, il y eut plus d'échanges et de compréhension de part et d'autre. Les lutins, qui pressentaient déjà un début de civilisation dans la contrée, se retirèrent loin dans la forêt pour vivre cachés. Malgré la disparition de la magie, il se passa encore quelque chose d'extraordinaire. Mais continuons encore un peu l'histoire des rousses. Les histoires et les légendes étaient tenaces et personne d'autre ne montait ici de peur de jamais revenir. Et puis les hommes commencèrent à venir chasser de plus en plus loin et de plus en plus dans la forêt. Ils chassaient les faisans, les gélinottes, ces animaux au pelage roux où éclairaient de reflets roux étaient nombreux par ici. Les hommes partant chasser disaient qu'ils allaient aux rousses. Ils entendirent sur leur terrain de chasse aux forêts de la Frasque et du Rizou. Les pêcheurs allaient régulièrement au lac de Quinsonnet. Au fil du temps, même si le climat était rude, ils appréciaient cet endroit. C'était un écrin de verdure, de calme, et malgré de nombreux arbres aérés, l'idée germale pour certains de venir s'installer ici. Les premiers défricheurs arrivèrent de Septmoser, de Longchaumois, de Morbier et de Limouille. Le travail était dur, sans relâche. Il fallait être courageux et travailleur. Au début, avec le bois des arbres abattus, on construisit des abris sommaires pour pouvoir faire venir la famille. La vie s'organisa et de plus en plus de familles venaient. On avait tellement pris l'habitude avec les chasseurs qu'on nomma ce lieu les Rousses. Longtemps dans les chaumières, on raconta encore aux enfants passage l'histoire qui s'était passée ici, avant les colons. Les habitants de la Confédération des 3 cantons venaient régulièrement, notamment dans les vallées des Dappes, la vallée qui, entre autres, était très convoitée de part et d'autre. Tout le monde se disputait ce territoire. Les voyageurs connaissaient bien les limites au pied de la montagne des Tuffes, entre la Pile et le Tabanose. Et finalement, grâce à la contestation perpétuelle, le territoire au début, on pouvait facilement faire du commerce, des échanges hors contrôle des autorités. Mais c'est l'histoire des territoires déchaînèrent des colères et des batailles rangées. L'histoire de notre petit contrée sera ainsi marquée par des combats que livraient les gens des Rousses, de Bois-d'Amont, de la Darbella, à ceux des communes du lieu de Morges, d'Arzier et des villages du pied du sud de la Dole. On tenta de fixer une frontière afin de mettre fin au conflit. Il fallut attendre longtemps avant de rétablir la paix et enfin obtenir des bornages définitifs. Dans le dernier traité, la Confédération abandonne en partie de la vallée des Dappes qui comprend le mont des Tuffes et ses versants jusqu'à et y compris la route des Rousses à la Fossile. La France céda un territoire équivalent s'étendant
des routes de Saint-Cergue et de la Faucille, le long des pentes du Noirmont jusqu'au district de la vallée de Joux. On prévoyait l'amélioration du chemin par les Landes pour établir une communication directe entre la Cure et Bois-d'Amont. Aussi, les communications entre la vallée de Joux et Saint-Cergue par la route de Bois-d'Amont seront libres de tout droit de transit, de péage, de douane. Le calme était revenu à la frontière. On a pu se concentrer sur la vie de tous les jours. Avec l'élevage, on augmenta la production de lait pour faire du fromage. Cette activité laissa beaucoup de temps, surtout l'hiver, aux habitants du Haut-Jura. Ils fabriquaient, grâce aux sapins, des boîtes en bois pour les fromages. Au fil du temps, ils firent différents gabarits. La forêt du Rizou, récelant un bois de résonance d'exception, fournit aux luthiers le bois de construction pour les tables d'harmonie des instruments à cordes. À une époque bien plus récente, la situation géographique du plateau était exceptionnelle. Depuis toujours, la proximité de la frontière a incité les habitants des deux pays voisins à échanger et communiquer. Il y a eu des mariages franco-suisses, des Suisses s'établissant en France et vice-versa ont franchi la frontière pour participer aux fêtes des deux côtés ou se procurer des denrées. Lors des guerres, les journaux suisses étaient déposés sur les bornes de la frontière. Le marchand de journaux venait les chercher pour les distribuer et ainsi le plateau était au courant bien plus vite que les communiqués officiels. Pendant une des guerres, fuyant devant l'ennemi, nombre de Rousselans passèrent en Suisse, soit vers la vallée de Joux, soit vers Saint-Cergue, en franchissant à pied le Noirmont. Ils y trouvèrent un accueil compatissant et un premier refuge. Dans les années après-guerre, en période de ration, la cure était le but de la promenade dominicale. On venait s'y procurer du sucre, du riz, du café, du chocolat, du tabac, du pain blanc. La coopération entre les deux pays conduisit à l'établissement de la ligne Nyon-Saint-Cergue-Morée par le tram. Mais en parlant de moyens de transport, refaisons un bond dans le passé. On vous a promis de vous raconter encore un peu de rêve. Il se passa donc quelque chose d'extraordinaire. Les habitants du plateau avaient quand même du mal à se déplacer lors de grosses chutes de neige. Et puis un jour, peut-être que l'on retrouvera un peu de magie des lutins à cet instant. On vit arriver de loin un drôle de bonhomme. Il se tenait bizarrement, semblait plus glisser que marcher. On disait qu'il venait peut-être de Russie. Il était habillé de rouge. On le voyait de loin. Il traversa la contrée en glissant avec ses pieds des planches de bois. C'était le Père Noël. Et il apporta aux habitants des Rousses ce cadeau extraordinaire qui est le ski. On appelle ça la magie, de Jorre ou du Jura. Ceux qui vivent encore ici, aujourd'hui, savent très bien que la magie est toujours là.